Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour cette présentation de USpace. C'est une présentation qu'on va faire en deux temps. Il va y avoir une partie, une introduction qui va être réalisée par Mélissa. Mélissa, je te laisserai te présenter au moment où tu prendras la parole. Et ensuite, je prendrai le relais pour la suite de la présentation pour présenter USpace et les quelques projets qu'on a sélectionnés et qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc avant de passer la parole à Mélissa, moi c'est Fabien Appert, je suis président et cofondateur de USpace. Et Mélissa, la parole est à toi. Alors bonjour tout le monde, moi je suis Mélissa Reverchon, je suis chargée de communication chez USpace. Je m'occupe également de tout ce qui est études de marché pour aider l'entreprise à se situer et définir sa stratégie. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'écosystème du USpace et où USpace se situe dans tout ça. Alors du coup, comme je vous ai dit, je vais d'abord vous parler de l'écosystème. Tu pourrais avancer, Fabien. Merci. Alors tout d'abord, nous allons parler de l'écosystème européen du New Space. Donc comme vous le savez, le New Space, c'est une nouvelle ère du spatial qui est encouragée par l'innovation et l'industrialisation. C'est la commercialisation et l'émergence d'un secteur privé. Le New Space offre aujourd'hui une ouverture à l'espace à de nouveaux acteurs et une extension du champ d'application des technologies spatiales. Donc la puissance des nouvelles technologies, par exemple la miniaturisation des composants, permet l'émergence de nouvelles demandes de consommateurs à l'égard de diverses applications spatiales, par exemple la communication ou l'observation de la Terre. Actuellement, même si les USA sont toujours devant, l'écosystème du New Space en Europe est en train de croître doucement mais sûrement. Cet écosystème concentre beaucoup d'entreprises et a la particularité d'être très diversifié, car nous avons une multiplication d'acteurs qui représentent chaque aspect de la chaîne de valeur. On peut retrouver des startups de lanceurs comme Isar Aerospace, Skyrora, des fabricants de satellites comme NanoAvionics ou comme Space, et des services à valeur ajoutée comme Preligence ou Kineis. Nous retrouvons aussi un leader mondial dans l'imagerie SAR, qui est ICEYE, je le prononce peut-être mal, une société finlandaise. Les grandes tendances que l'on peut remarquer sur ce marché européen sont quoi? L'industrie des lanceurs, qui s'est extrêmement bien structurée en Allemagne, avec Rocket Factory et Isar, qui ont déjà réussi de belles levées de fonds avec un fort soutien étatique. On remarque aussi que beaucoup de pays qui ont développé leur industrie spatiale l'ont fait grâce au retour géographique de l'ESA ou de l'UE, qui ont su développer rapidement des outils financiers pour le New Space. Donc Fabien, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc maintenant, je vais vous parler de l'écosystème français du New Space. Donc, l'industrie du New Space en France est un marché en retard, mais qui se structure. Nous avons quelques leaders français comme Kineis, ainsi que quelques belles sociétés qui suivent, comme Exotrail, Preligence et Unseen Labs, qui ont réussi les plus belles levées de fonds. Donc, dans ce tableau, ne sont pas inclus les PME qui ont des années d'expérience dans le secteur spatial, mais qui se sont très bien adaptés dans l'environnement du New Space, comme Comat ou Mikano ID, par exemple. Nous pouvons voir qu'il y a quand même pas mal d'acteurs en France qui représentent toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc là, comme vous voyez bien, nous avons plusieurs lanceurs comme Venture Orbital Systems ou Sirius. On a des fabricants de satellites comme Emeria ou notre entreprise, USpace. Et il y a des services à valeur ajoutée comme Kineis et Unseen Labs. Ce que l'on peut retenir de ce schéma sur l'écosystème français, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il y a une grande diversification des entreprises, comme sur le marché européen. C'est aussi un marché en retard, mais extrêmement actif avec des projets étatiques. Et comme vous avez sûrement dû en entendre parler, avec le plan de relance du gouvernement français, la France est l'un des pays qui va financer le plus massivement le New Space sur les prochaines années. Tu peux tourner, s'il te plaît. Donc maintenant, je vais vous parler de la chaîne de valeur générale. Donc afin de mieux visualiser la place de USpace au sein de cet écosystème, vous pouvez ici découvrir notre place en amont de la chaîne de valeur et nos clients qui sont plus en milieu et en aval de la chaîne.
Donc, U-Space se situe au niveau des fabricants de satellites. Vous voyez en rouge en amont. Nous sommes maîtres d'œuvre. Nous ciblons les opérateurs de satellites qui ont pour objectif d'acheter, posséder et exploiter le satellite. Donc, nous approvisionnons des équipements à des fournisseurs de sous-systèmes. Et ces fournisseurs de sous-systèmes approvisionnent des composants à des fournisseurs de composants. Donc, concernant la charge utile des satellites, U-Space vient approvisionner à des fournisseurs avec qui nous travaillons, ou soit les charges utiles sont développées et fournies directement par les opérateurs avec lesquels nous travaillons. Concernant le segment sol des opérateurs de satellites, celle-ci est achetée directement par l'opérateur, bien qu'on puisse, nous, chez U-Space, aussi l'intégrer dans notre offre. Donc, sur la chaîne de valeur, nous avons ensuite différents niveaux de traitement de la donnée qui sont commercialisés par les sociétés de niveaux différents. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc là, nous avons un exemple de chaîne de valeur, cette fois-ci sur OneWeb, qui fournit de l'Internet à haut débit dans les régions mal desservies. Comme fabricant de sous-systèmes, nous avons l'entreprise Soderm. Comme fabricant de satellites, nous avons Airbus OneWeb Satellite. Et comme opérateur, nous avons OneWeb. Pour le segment sol, nous avons Hughes Space Systems. Au niveau du traitement de données, nous avons Hughes Communication India Private Ltd, qui est un distributeur en Inde. Et enfin, comme utilisateurs finaux, nous avons la défense américaine ou bien des utilisateurs particuliers. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, voici un autre exemple de chaîne de valeur, cette fois-ci avec Preligence, qui développe une technologie d'observation de la Terre pour la défense et le renseignement. Donc, comme fabricant d'équipements, nous avons l'entreprise REMS et Sirlinks, comme vous voyez à votre gauche. Comme fabricant de satellites, nous avons Airbus et Maxar. Comme opérateur, du coup, nous avons aussi Maxar et Airbus Intelligence. Au niveau du traitement de données, nous avons Preligence, du coup. Et enfin, comme utilisateurs finaux, nous avons le ministère de la Défense française. Tu peux avancer. Très bien. Merci. Donc, pour finir la partie sur l'écosystème spatial, voici quelques chiffres de l'étude du CNES concernant notre marché de small satellites. Tu peux avancer. Alors, du coup, en termes d'unités, on est à 2289. C'est le nombre de satellites de 3U, donc 3 unités à 6U, moins de 10 kg donc, qui sont prévus en orbite d'ici 2029. Donc, tous ces chiffres sont selon l'étude de marché du CNES. Donc, 31% du marché, soit environ 3500 unités, c'est la part de marché des small satellites qui est représentée par les satellites de 1 à 50 kg d'ici 2029. On remarque tout de même une inégalité de valeur de marché car les nanosatellites sont plus petits et moins chers. Donc en volume ainsi qu'en valeur, ils représentent une petite partie du marché, alors qu'en valeur unitaire, ils représentent 30% du marché des constellations. En termes de valeur, 33,66 milliards de dollars, c'est la valeur du marché de la fabrication des small satellites de 1 à 500 kg d'ici 2030. Et nous avons 4 milliards de dollars, et ça, c'est la valeur du marché des nanosatellites de 1 à 50 kg d'ici 2029. Et un dernier qui est, Fabien, tu peux avancer un tout petit peu. Voilà, merci. 27%, c'est la part des constellations du marché qui est représentée par la taille du 6U. Donc, comme vous voyez, il y a quand même un marché potentiel pour les nanosatellites, et c'est pour ça que U-Space s'est placé sur ce marché-là. Je vais maintenant laisser place à Fabien pour vous présenter l'entreprise. Merci Mélissa. Alors, que fait U-Space? U-Space conçoit et construit des nanosatellites dans la gamme du 3U au 16U. Donc, converti en termes de masse, ça fait à peu près de 4 kg jusqu'à 25 kg. U-Space a un positionnement de systémier et intégrateur.
comme précisé par Mélissa, on est dans l'amont de la chaîne de la valeur. La société fabrique des satellites et vend ces satellites à des opérateurs qui, eux, vont ensuite les posséder et exploiter la constellation pour rendre du service opérationnel. À l'heure actuelle, la société compte 20 personnes, basée à Toulouse et a été créée en février 2018. Un peu d'historique, avant de donner un petit peu plus de détails sur U-Space. L'héritage de U-Space, c'est le projet ISAT, qui est un nanosatellite 3U, qui a été construit par l'équipe de U-Space, par la toute première équipe de U-Space, au sein du CNES, qui a été lancé le 18 décembre 2019 et qui est opéré par U-Space depuis 2 ans pour le compte du CNES. Alors, quelques informations sur ce projet. ISAT a une mission d'astronomie. Je vous ai mis quelques photos qui ont été prises par le mini-télescope qui est embarqué par ISAT. Donc, vous voyez la nébuleuse de la Lagune, vous voyez la galaxie d'Andromède. Et puis, bien sûr, on ne s'est pas empêché de tourner le satellite vers la Terre pour tenter de prendre une photo de la Terre, ce qu'on a réussi en prenant une photo ici de l'Australie. Pour U-Space, ISAT, c'est à la fois un héritage de savoir-faire et un héritage technique. Premièrement, l'héritage de savoir-faire, c'est grâce à ce projet qu'on a construit notre expertise en termes de maître d'œuvre système spatial qui s'appuie sur des nanosatellites. Parce que sur ISAT, on est parti d'une spécification mission et ensuite on a déroulé toutes les phases d'ingénierie pour arriver jusqu'au lancement de ce satellite. Et ensuite, l'héritage technique, c'est notre base, notre premier produit en quelque sorte, qui a permis à la société de se lancer, qui a un 3U très performant. Au moment où il a été lancé, c'était l'un des plus performants au monde, parce qu'il embarque du pointage 3 axes, il embarque du haut débit de télémesure en bande X, il embarque des panneaux solaires déployables, etc. Il y a un certain nombre de technologies à bord de ce satellite qui sont très performantes et qui sont réutilisées maintenant sur nos futurs satellites. La proposition de valeur de U-Space, en lien avec ce qui a été présenté avant sur le constat du marché, c'est vraiment de se positionner sur des nanosatellites nouvelle génération pour les constellations du New Space. On va mettre un accent fort dans notre proposition de produits pour des opérateurs de constellation et on va faire attention à développer des produits nanosatellites qu'on appelle nouvelle génération, que je vais détailler légèrement après sur ce qu'on entend par là. Cette proposition de valeur se décline en 4 grands axes qu'on suit au sein de U-Space. Le premier, c'est un axe d'intégration avancée, de miniaturisation. On est convaincu que la miniaturisation va continuer, qu'il y a énormément d'intérêt à réussir à faire des satellites de plus en plus compacts parce que le gain derrière sur le lancement qui est proportionnel à la masse est extrêmement important et permet à des nouveaux business plans de pouvoir se faire. Le deuxième axe, c'est une approche modulaire. On parle aussi de satellites configurables, c'est-à-dire qu'on a une offre de satellites, une architecture de satellites qui permet de s'adapter à des besoins qui sont très spécifiques la plupart du temps pour chaque mission. Et donc, on s'appuie sur des briques technologiques qui sont validées, qualifiées et sur lesquelles on peut s'appuyer pour réaliser une mission performante. Troisième axe, c'est un service de bout en bout. Vous allez voir dans les offres commerciales que je vais présenter après. U-Space a une proposition commerciale qui couvre depuis les études préalables jusqu'à du support aux opérations. Et ça permet à nos clients de plus facilement appréhender les capacités offertes, les performances accessibles avec des systèmes qui s'appuient sur des nanosatellites. Et le dernier axe fort, évidemment, en lien avec ce marché des constellations, est un axe d'industrialisation
d'automatisation dans les tests. Il s'agit ici de mettre en place un outil industriel qui soit adapté à cette gamme de nanosatellites, qui reste assez compacte et qui permette de produire en volume et avec beaucoup de qualité. Nanosatellites nouvelle génération, qu'entend-on par là? Je rappelle que c'est dans la gamme du 3U au 16U. Ce sont des nanosatellites qu'on va développer principalement pour l'orbite basse. C'est là où on voit la majorité des demandes sur les prochaines années. Et dans une approche design to manufacture, design to cost. Ces produits vont être conçus dès le début avec des exigences justement de capacité de production. On va chercher à avoir des capacités de production de plusieurs centaines par an. Ça a un impact bien sûr sur l'outil de production à mettre en place, mais ça a aussi un impact sur le design en tant que tel du satellite. Il faut intégrer dans le design au plus tôt ces exigences de capacité de production. Et ensuite, un autre point, c'est sur les aspects performance, qualité. Nouvelle génération, pourquoi? Parce que là, les nanosatellites dont on parle ne vont pas répondre, ne sont pas destinés majoritairement à répondre à un besoin de démonstration très rapide en vol, mais vraiment à un besoin de service opérationnel qui donc s'inscrit dans la durée, qui demande certaines performances, qui demande une certaine qualité du service. On va aller chercher de la durée de vie, typiquement 7 ans de durée de vie. On va aller chercher de la performance sur différents sujets. Là, j'ai mis 2 sujets assez marquants que sont la précision de pointage ou de la génération de puissance qu'on peut avoir à bord. Ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est qu'à l'heure actuelle, avec les technologies qu'on a, c'est possible d'atteindre ce genre de chiffres, ce genre de performance avec les nanosatellites. Et c'est vraiment ça qui est visé chez U-Space pour répondre aux besoins des opérateurs de constellation. Pour vendre nos produits, U-Space a 3 offres commerciales. Donc, la principale, c'est l'offre de construction, dans laquelle on va retrouver les étapes de conception, de fabrication, de test des nanosatellites. En amont de cette offre, on a positionné une offre d'études préalables qui consiste à réaliser des études de faisabilité technique et économique avec nos clients en co-ingénierie forte avec le client pour qu'il y ait des itérations entre des expressions de besoins qui peuvent être assez floues initialement et des propositions de solutions techniques. Donc, on retrouve dans ces études préalables des notions d'analyse mission, de prédimensionnement système et satellite, mais aussi des estimations de coûts qui sont très importantes derrière pour vérifier si les business plans de nos clients tiennent la route ou non. Et enfin, une dernière offre qui couvre donc ce service de bout en bout, qui est l'offre de support aux opérations. C'est une offre à la carte qu'on propose à nos clients pour les aider à exploiter leurs nanosatellites en orbite. Certains de nos clients vont avoir tout le savoir-faire et tous les outils en interne pour faire des opérations de satellites, d'autres pas du tout. Nous, on a ce savoir-faire et on a des outils, et donc on peut mettre à disposition une offre de service qui va plus ou moins loin. On peut aller jusqu'à opérer complètement les satellites et mettre à disposition les données vraiment utiles aux clients via un serveur web ou quelque chose à définir. Alors, pour pouvoir développer toutes ces offres et construire tous ces satellites, on a bien sûr des acquis technologiques qui sont assez forts. On trouve beaucoup de logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Utopia, qui nous permet de réaliser des études paramétriques de manière extrêmement rapide, et donc qui est utilisé dans les phases d'analyse mission. Donc, c'est avec ce logiciel qu'on va venir réaliser des bilans de puissance, des bilans d'énergie, des bilans de liaison, déterminer des scénarios mission, faire des visualisations du satellite sur son orbite.
Ensuite, un deuxième outil qui est un simulateur hybride. Donc là, il s'agit d'un simulateur satellite complet qui a du hardware dans la boucle. Vous avez une petite photo sur la droite où on voit en fait la carte tout à fait en haut du stack qui est la carte ordinateur de bord, donc sur laquelle on va venir faire tourner le logiciel de vol sans aucune modification, vraiment la même version que le logiciel qui tournera dans l'espace. Ensuite, à cette carte, on vient y connecter différentes cartes d'interface qui font le lien entre l'ordinateur de bord et un ordinateur sur lequel tourne un simulateur numérique qui va venir simuler à la fois l'environnement spatial, mais aussi le fonctionnement de tous les équipements présents dans le satellite. Ça permet de venir faire la validation en boucle fermée du logiciel embarqué complet. Ça permet, donc notamment dans le logiciel, on retrouve des algorithmes de contrôle d'attitude qui sont assez délicats à valider. Et ça permet aussi de préparer les opérations, puisque finalement, sur ce simulateur, on peut venir y brancher un centre de contrôle et on peut venir donc y tester des procédures opérationnelles, comme si on avait un satellite qui était vraiment en orbite. Ça me fait une transition vers un autre outil qui est le centre de contrôle. C'est un outil qu'on possède au sein de USpace, qui est utilisé dans le cadre des opérations de satellite, bien sûr. C'est ce qui est utilisé dans le cadre des opérations d'ISAT. Mais c'est aussi l'unique outil qui nous permet de communiquer avec un satellite. Donc, même pendant toutes les phases d'assemblage, d'intégration et de test, c'est cet outil qu'on va venir connecter au modèle satellite, à un engineering model, par exemple, ou même à un flight model. Et c'est avec cet outil qu'on va lancer tous les différents tests de recettes du satellite. Associé à ça, il y a du logiciel embarqué à bord du satellite, logiciel de vol. Donc ça, c'est du logiciel qui est complètement développé aussi au sein du Space. Et enfin, on a un ensemble de sous-systèmes qui sont développés en interne. En tant que USpace, en tant que systémier intégrateur, a une politique de make or buy en fonction des sous-systèmes. Donc certains sous-systèmes sont achetés sur étagère, c'est le cas par exemple l'ensemble des équipements de contrôle d'attitude ou par exemple de la propulsion. Et il y a d'autres sous-systèmes où là on a besoin d'avoir la maîtrise sur le design pour justement pouvoir configurer ces sous-systèmes en fonction de la mission. Là, ça fait un peu écho à ce que je disais au début sur la proposition de valeur, sur cette approche modulaire. Sur certains sous-systèmes, typiquement comme la sous-système puissance ou sous-système avionique, garder le design en interne nous donne les degrés de liberté pour s'adapter à des besoins spécifiques qui peuvent arriver et qui d'ailleurs la plupart du temps arrivent pour les missions auxquelles on répond. Autre sous-système qu'on maîtrise complètement, c'est l'architecture à la fois mécanique et thermique. Et là, de nouveau, on voit bien ce besoin de pouvoir s'adapter à des configurations particulières. Dans tous les cas, ça reste de la conception interne à USpace. La fabrication est ensuite systématiquement externalisée. Donc USpace n'a pas encore levé de fonds. Pour le moment, la société est rentable via les contrats qui rentrent. J'ai fait une liste de quelques clients avec lesquels nous travaillons. Et puis, il y a d'autres clients privés qui sont sous accord de confidentialité, qui ne veulent pas être affichés publiquement comme ça. Le panorama de nos clients est assez large. USpace n'est pas lié à un domaine en particulier, à une application en particulier. Donc, on peut faire des nanosatellites de télécommunication, faire des satellites d'observation de la Terre, on peut faire des satellites scientifiques, des satellites défense. C'est assez large le panel d'applications qu'on peut toucher. Et puis au niveau des clients, on retrouve, alors évidemment le secteur institutionnel est très présent avec le CNES et le ministère des Armées. On retrouve aussi des laboratoires scientifiques. Par exemple, on travaille avec le LESIA, avec l'ONERA. Avec l'ONERA, j'aurai l'occasion d'ailleurs d'en parler un petit peu plus. Et puis, on travaille aussi avec des clients privés, des opérateurs privés.
très variés, certains issus du secteur traditionnel du spatial, on va dire, et d'autres complètement nouveaux, avec des typologies assez différentes, hein, soit des startups qui se lancent, soit des grands groupes issus d'autres industries qui s'intéressent de plus en plus à utiliser des infrastructures spatiales pour leur propre business. Et je vais terminer ma présentation en faisant en vous montrant une petite sélection de 3 projets en cours de construction au sein d'USpace. Je vais commencer avec le tout premier projet qui a été remporté par USpace en octobre 2019. Le projet s'appelle NES. Il est réalisé pour le compte du CNES. Vous avez là une photo du modèle de vol intégré en salle blanche. Donc c'est une mission de démonstration technologique hein, sur une charge utile qui est produite par Stirlings, que le CNES souhaite démontrer en orbite. La livraison est prévue là, dans les prochaines semaines, avec un lancement qui aura lieu au 2e semestre de cette année. Un autre exemple de projet, c'est le projet CREM. Donc c'est un projet qui est réalisé pour un consortium dans lequel on retrouve l'ONERA et l'ISAE Supaéro. Cette fois-ci, on est sur une mission scientifique, c'est une mission de monitoring des radiations depuis une orbite basse. Donc l'ONERA développe une charge utile qui permet de venir faire ce monitoring. L'ISAE Supaéro est présent sur le projet au niveau de la maîtrise d'œuvre système complet. Et USpace intervient pour la conception, la fabrication du satellite avec de nouveau pas mal de co-ingénierie, à la fois avec l'ONERA et l'ISAE Supaéro sur ce projet, qui va pour le moment jusqu'à la livraison d'un modèle d'ingénierie cette année, qui est prévu cette année, et la fabrication du modèle de vol qui aura lieu l'année prochaine. Et je termine sur un dernier projet qui est un projet qui a été proposé dans le cadre du plan de relance sur le volet des nanosatellites, sur l'appel d'offres IOD-IOV. L'idée du projet vient de la société Stirlings et ce projet a été déposé en consortium avec Anywaves Comat, Microtech, Stirlings et USpace. Donc c'est un projet IOD-IOV donc dans lequel bien sûr on vient faire la démonstration technologique en orbite hein, avec des technos qui sont fournis par les différents partenaires. Et au-delà de la démonstration technologique, il y a aussi une notion de démonstration de service innovant. Alors le service ici est un service complémentaire à la constellation, aux constellations GNSS existantes. C'est un service qui permet de venir ajouter une sécurisation dans la diffusion du temps GNSS. Donc, une idée de service qui est portée par Stirlings avec des technologies de Stirlings à la fois bord et sol qui permettent de réaliser ça. Et donc, le lancement aura lieu en 2023 pour un premier démonstrateur qui a pour objectif de donner suite au lancement d'une constellation pour mettre en place ce service de manière opérationnelle. Merci à tous. On est arrivé à la fin de la présentation pour ce webinaire et donc on est prêt maintenant à répondre aux questions que vous pouvez avoir. Je ne sais pas s'il y a un système de questions écrites qui existe ou pas. Si vous avez des questions, donc normalement vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions ou bien vous levez la main, je pourrais normalement activer votre micro. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Oui, donc en fait, c'est pour savoir, c'est une fois la constellation satellite en orbite, en place,
est-ce que les configurations ou les fonctions qui sont embarquées à bord des nanosats, est-ce que ces fonctions sont activables ou configurables en fait depuis le sol? Ok, ouais, je vois la question. Ok. Alors en fait, il y a plusieurs niveaux là. Donc dans un premier temps, la configuration dont je parlais, l'aspect modulaire sur le début là, il est sur la conception du satellite. Donc on a ce premier niveau d'adaptation possible au moment de la conception. Nous, on s'appuie sur des briques qui sont déjà bien développées, enfin qui sont même complètement qualifiées et qu'on va être capable de configurer. Donc ça va être configurer une interface mécanique ou une interface électrique particulière ou configurer un protocole logiciel particulier. Donc ça se joue vraiment pendant les phases de conception. Et ensuite, il y a effectivement de la possibilité de configuration en vol. Une fois le satellite lancé, on a la possibilité de recharger du logiciel à bord, tout ou partie du logiciel. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on peut jouer sur différentes configurations. Alors, on peut retrouver de la configuration au niveau plateforme satellite. Hein, si je ne parle pas de l'instrument de la charge utile qui est embarqué, nous, côté plateforme, on peut avoir différents niveaux de configuration en faisant des patchs logiciels ou en ayant pris en compte certains paramètres de conf en amont dans le design parce qu'on savait qu'on pouvait pouvoir jouer dessus. Et après, il peut y avoir aussi de la configuration au niveau charge utile. On voit de plus en plus, que ça soit d'ailleurs sur des charges utiles radiologicielles ou sur des charges utiles d'observation de la Terre, on voit de plus en plus de missions qui demandent ou qui prévoient même d'avoir des capacités de traitement embarquées et d'avoir, en plus de ces capacités de traitement embarquées, la possibilité de venir configurer, voire changer les algorithmes de traitement qui sont embarqués. Donc c'est une tendance assez forte, effectivement, d'aller vers de plus en plus de logiciels à bord, de traitement à bord qui permet de pouvoir configurer, de pouvoir adapter, voire de pouvoir changer légèrement la mission prévue par le satellite. Merci. Peut-être que d'autres personnes ont des questions. On va attendre un petit peu peut-être. Donc n'hésitez pas sinon à écrire que vous avez une question dans le chat directement et je vous activerai le micro, il n'y a pas de souci. Alors, il me semble qu'il y a une question de Olivier Lambeau. Voilà, vous avez le micro activé normalement. Oui, on vous entend. La question, c'est vous pourriez embarquer en fonction du nombre d'unités effectivement à mettre en œuvre un instrument optique de quel diamètre? L'instrument optique, diamètre de l'instrument optique, ouais, c'est un gros sujet effectivement pour réussir à avoir des instruments de qualité. On voit de plus en plus de miniaturisation d'ailleurs sur les sujets de charge utile optique et beaucoup d'améliorations dans la partie capteur. Plus par-dessus, si on rajoute des capacités de traitement, on peut obtenir des choses vraiment intéressantes. Si on reste sur des charges utiles, si je ne pars pas dans des charges utiles à miroir déployable, chose que j'ai vue déjà, mais où la maturité technologique est encore trop faible pour être embarquée, mais il y a pas mal de travaux là-dessus. Nous, le plus gros qu'on pourra faire en diamètre optique sur un CSU sera autour des entre 20 et 25 cm de diamètre. C'est pas mal. Merci. Donc oui, on commence à pouvoir avoir des choses intéressantes déjà à ce niveau-là. Ouais. Alors, je le répète un petit peu, mais si jamais vous voulez poser une question, vous pouvez aussi... vous avez un petit picto représenté par une main, vous pouvez lever la main, je vous activerai votre micro directement. Je joue un petit laps de temps d'attente, le temps que tout le monde puisse lever la main ou poser la question. C'est vrai que le logiciel n'est pas du tout intuitif, donc des fois, on attend un petit peu.
Bon, pour l'instant, je vois pas de questions dans le chat, ni de main levée, donc je suppose qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si jamais vous avez besoin d'être en contact, vous pouvez me renvoyer un mail directement et puis vous donner directement votre contact, peut-être Fabien, si jamais, mais voilà, surtout n'hésitez pas. Ouais, je peux partager mon contact. Si je tape dans le chat, est-ce que ça envoie à tout le monde? Alors oui, normalement, vous pouvez directement l'envoyer à tous. Bonne journée. J'ai organisateur et intervenant seulement. Sinon, mon contact est assez simple. Hein, c'est fabien.aper, A2PER, @u-space.fr. Je vais leur mettre directement Si dans vous le chat. tapez. Et après, Ouais, quand vous inscrivez directement sur votre site internet. Oui. Sinon, sur le site web, vous avez aussi l'adresse mail de contact qui est directement affichée, contact@uspace.fr. Non, je ne me suis pas trompée, ça l'a envoyé à tous. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'autres questions apparemment, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Encore merci Fabien d'avoir répondu présent pour ce webinaire district et ce meet-up district. On est ravis de pouvoir faire cette aventure entre guillemets avec vous. Et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Merci à tous les participants. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci aux participants. Je vois. Pardon, je viens de voir qu'il y a une autre question. Alors de Antoine, si je dis pas de bêtises. Sur le fil. C'est pas évident. Il y a toujours un temps, un petit temps d'adaptation. Bonjour. Non, c'était pas une question, c'était en fait, je vous marquais simplement que je n'avais pas de question, mais que je vous remerciais pour cette présentation. C'est tout. D'accord. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été présents et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.